dernière communication, c'est nos amis de sur une transcave d'un pseudo-anévrisme pancréatique. Ça met comme ça. Le plus près possible. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir retenu cette présentation qui est beaucoup plus modeste en termes d'impact de santé publique puisqu'il ne concerne qu'un seul cas. Donc le cas d'une patiente de 63 ans, initialement admise donc, dans un hôpital périphérique suite à l'apparition d'un syndrome douloureux épigastrique aigu. Une patiente qui présentait comme antécédent donc, une néphrectomie droite, une hyperparathyroïdectomie partielle ancienne et une pancréatite chronique. Devant l'absence d'amélioration de son état, elle n'était pas sous aucun, cette dame, mais devant l'absence d'amélioration malgré les antalgiques, un scanner puis une artériographie sont réalisés avec la découverte d'un pseudo-anévrisme développé sur une branche de l'artère gastro-duodénale avec une première embolisation transartérielle donc réalisée dans cet hôpital avec un résultat donc, initial qui est relativement décevant puisqu'on voit sur le scanner de contrôle réalisé à 48 heures la persistance d'une alimentation du pseudo-anévrisme autant artériel, ce qui motive donc la réalisation d'une deuxième artériographie, cette fois-ci avec la visualisation au niveau de l'artère mésentérique inférieure et de l'artère pancréatico-duodénale inférieure, d'une deuxième alimentation accessoire avec un deuxième épisode d'embolisation transartérielle donc sur cette pancréatico-duodénale inférieure. On s'aperçoit donc sur les contrôles artériographiques qu'on a toujours une vascularisation précoce, autant artérielle, avec une organisation, comme souvent dans la tête du pancréas, qui est pseudo-angiomateuse. Et les opérateurs décident d'arrêter la procédure devant le risque important de dévascularisation de la tête du pancréas et du cadre duodénal. L'évolution donc ultérieure est marquée par plusieurs épisodes de déglobulisation aiguë, avec une nécessité chez cette dame d'une polytransfusion et un transfert donc, secondaire dans l'unité de soins intensifs de gastro-entérologie du CHRU de Lille. Une endoscopie est réalisée à l'entrée montrant déjà des signes de souffrance au niveau du duodénum avec des lésions pétéchiales et un petit ulcère nécrotique sans signe de saignement au niveau du bulbe. Une artériographie est réalisée à l'entrée, une nouvelle artériographie est réalisée à l'entrée au CHRU de Lille par nos confrères radiologues et retrouve donc la persistance de cette alimentation avec toujours l'aspect pseudo-angiomateux. Une décision de tentative d'embolisation suprasélective est prise avec un échec de franchissement, un échec de cathétérisation suprasélective et un échec de franchissement au niveau des différents coils implantés et un contrôle scanographique qui montre toujours, là on est au 10e jour depuis l'admission initiale, qui montre toujours une alimentation artérielle. Chez cette patiente, deux possibilités s'offrent à nous. D'une part, une ponction directe de l'anévrisme par voie transpariétale. On s'aperçoit en relecture de scanner, et ceci est vrai dans tous les plans, là on vous montre une coupe coronale, transversale, excusez-moi. Donc dans les différents cadrans, on a toujours une interposition digestive, que ce soit dans le cadran 1 avec l'interposition du côlon transverse, dans le cadran 2 avec la masse hépatique et une partie du côlon transverse, dans le cadran 3 avec l'angle colique droit et le duodénum, l'interposition vertébrale dans le cadran 4, et dans le cadran 5, une interposition vasculaire importante avec l'aorte qui empêche l'accès
transpariétale à cet anévrisme. Par ailleurs, donc, une prise en charge chirurgicale est aussi évoquée. Celle-ci est gênée par un volumineux faux-kyste développé au niveau de la tête du pancréas, qui rend la dissection de ce dernier particulièrement difficile. Par ailleurs, on découvre au cours des différents examens et des différents scanners, après relecture, une lésion hypervasculaire développée au niveau de l'isthme pancréatique, faisant largement évoquer une tumeur neuroendocrine, pour laquelle, après avis auprès des endocrinologues et des chirurgiens endocrinologues, une absence de résection de nécessité est envisagée, donc une surveillance simple. On s'aperçoit par ailleurs sur ce contrôle scanographique qu'on a un contact étroit entre le faux anévrisme et l'hématome donc développé relativement postérieurement et la veine cave inférieure qui est largement refoulée par cet hématome et un contact qui se fait sans interposition digestive. Donc on envisage la ponction de cet anévrisme par une voie transcave. Donc cette voie transcave est réalisée de cette façon-ci. Donc on introduit un cathéter au niveau artériel permettant le repérage du faux anévrisme et surtout du col le plus adjacent, le plus proche du faux anévrisme. Et en cavographie, on repère le même col et surtout l'empreinte importante de l'hématome sur cette cave, faisant une véritable compression extrinsèque. Donc une ponction est réalisée en deux plans, centrée sur le col cible, légèrement décalé pour atteindre le faux anévrisme. Une fois donc, le repérage du faux anévrisme est réalisé, on monte un guide, puis on replace l'aiguille transseptale, donc l'aiguille qui est habituellement utilisée avec une gaine pour le cathétérisme cardiaque. Et cette aiguille va nous permettre l'injection directe dans le nidus anévrismal de 10 cm3 de recombinant de fibrine, ce qui va permettre de tamponner l'anévrisme avec un contrôle donc qui montre la disparition de cette perfusion initiale. Une cavographie avec une manœuvre de Valsalva est réalisée pour s'assurer de l'absence de saignement résiduel, l'absence d'extravasation de produits de contraste. Et donc cette patiente, dès lors, va s'améliorer progressivement avec une absence de nouvelles déglobulisations, une absence de complications post-opératoires et un contrôle scanographique réalisé à 1 semaine et à 2 mois qui montre donc à 1 semaine une disparition de la perfusion et à 2 mois la persistance de la disparition de perfusion du faux anévrisme et une rétraction de l'hématome qui explique la médialisation des coils sur ce contrôle. Donc concernant cette patiente, un premier objet de discussion est de savoir un petit peu l'étiologie de cette pathologie. D'une part, deux éléments peuvent largement intervenir, à savoir un hyperdébit de la tête du pancréas, puisque cette patiente était porteuse d'une sténose du tronc cœliaque, et d'autre part des lésions lytiques, des lésions extrinsèques qui pourraient expliquer dans le cas de la pancréatite chronique une lésion directe d'une artériole. Et d'autre part, cette patiente est en cours de bilan pour cette large suspicion de néoplasie endocrinienne multiple. Alors cette attitude, cette technique qu'on a mis au point et utilisée chez cette patiente vient de la réunion de deux techniques utilisées de façon relativement peu fréquente. D'une part, qui est la ponction directe des anévrismes. Donc là, je vous ai mis un article qui rapporte une expérience parmi d'autres. Donc il y a peu d'expériences. Dans le service, on a quelques expériences, soit en transpariétal, soit en péropératoire, en cas d'échec d'embolisation première, donc d'injection directe dans le faux anévrisme, avec des évolutions qui sont la plupart du temps relativement bonnes. D'autre part, la ponction transcave et l'utilisation de la ponction transcave a été développée donc par une équipe italienne dans un contexte un petit peu différent, qui est celui de la
des endofuites après la mise en place d'endoprothèses aortiques. Donc les endofuites qui correspondent à des fuites résiduelles, des alimentations résiduelles du sac anévrismal par le biais des artères lombaires, des artères mésentériques inférieures, donc qui peuvent être difficilement accessibles à une embolisation transartérielle dès lors qu'on a fermé la voie avec l'endoprothèse aortique, et donc une cathétérisation difficile. On peut dès lors proposer une ponction directe du sac anévrismal, soit par voie dos Santos, donc par voie lombale, soit par voie cave. Mais encore une fois, on est sur des choses relativement peu développées. Donc en conclusion, il s'agit d'un nouvel outil qui n'a jamais été donc rapporté pour des ponctions parenchymateuses. L'indication reste très très limitée dans des cas d'échec d'embolisation transartérielle et doit être largement discutée avec en corollaire la chirurgie, en opposition à la chirurgie. Les vascularisations organiques majoritairement intéressées par ce type de technique sont tout d'abord la vascularisation pancréatique, qui est la plus proche, mais pourquoi pas la vascularisation hépatique, qui est aussi relativement proche, notamment la foie gauche, qui est relativement proche de la veine cave inférieure. On nécessite bien sûr, cette technique nécessite, afin d'être validée, une évaluation beaucoup plus large et un nombre de patients inclus beaucoup plus important. On peut imaginer que ce genre de technique sera beaucoup plus fréquent avec l'amélioration des techniques d'imagerie et le développement des salles hybrides qu'on a pu voir dans les différents exposés précédents, avec notamment l'artériographie 3D ou des systèmes de navigation beaucoup plus importants qui permettent la vision en 3D, ce qui est actuellement quand même un problème important. Et par ailleurs, l'amélioration des cols et des éléments polymériques permettant le remplissage de ces faux anévrismes. La perspective à moyen terme et la réalisation des possibilités de sortir de l'artère afin de réaliser, pourquoi pas, des fistules artério-veineuses ou des reconstructions complexes au niveau du membre, au niveau d'autres endroits. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je me permets de prendre la parole pour vous féliciter, vous dire que cette communication aurait pu figurer en tête de la séance du jour, puisqu'il y a la place au rapport d'innovation tout à fait exceptionnel, et votre voix d'abord est parfaitement originale. Vous dire aussi que ces anévrismes, je ne sais pas pourquoi vous utilisez le terme de faux anévrismes, ces anévrismes, les artères pancréatiques actuellement développés sur des voies d'hémodétournement liées aux sténoses du tronc céliaque. Oui, quand même. Alors ma question, est-ce que vous envisagez un traitement de cette sténose par mise en place d'un stent, par exemple? Oui, donc secondairement, cette patiente va être prise en charge donc, à nouveau dans le service pour la prise en charge de la sténose du tronc cœliaque. Et par ailleurs, le terme de faux anévrisme a été pris, c'est peut-être effectivement un peu abusif, mais c'est un anévrisme en tout cas rompu avec un hématome périphérique développé, rompu. Médecine vous a intéressé. Bien. Et j'espère qu'au fur et à mesure des semaines et des mois vont passer, on va mélanger de plus en plus la chirurgie cellulaire avec cette médecine interventionnelle. Et je pense que tout ensemble, c'est ensemble.